Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. Mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Alors, parlant de trouble-fête, justement, le Comité des sages sur l'identité de genre a présenté son rapport aujourd'hui, puis il y avait des manifestants transgenres là, qui étaient vraiment pas contents parce qu'ils n'avaient pas été consultés ou ils n'avaient pas siégé sur le groupe qui avait rédigé le rapport. Donc, ils ont fait une manifestation. Ils ont été escortés à l'extérieur du complexe G. Pour en parler, on a Nick Payne avec nous. Nick, j'ai parcouru rapidement le rapport. Toi, tu as eu plus de temps. Tu l'as vraiment regardé en détail. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que on ménage la chèvre et le chou, on souffle le chaud et le froid. On ne veut pas faire de pépène aux militants trans, non-binaires de la théorie du genre, mais en même temps, on ne veut pas non plus trop choquer le public en général. Donc, c'est comme... on cherche un compromis. Oui, c'est qu'en fait, moi j'ai eu plus de temps que toi, Richard, mais ça a plus que 200 pages, cette affaire-là, puis c'est très, très exhaustif. Alors, j'ai pas tout vu non plus, mais ce que je constate, après quand même y avoir passé une couple d'heures, là, un peu plus, c'est que c'est pas un travail qui vise à trancher le débat et à faire des recommandations très précises, par exemple, dans le domaine des soins ou médical, comme il y a eu en Angleterre, le fameux Cass Review, le rapport Cass. Ça avait été commandé par l'équivalent du ministère de la Santé et des Services sociaux ici, là-bas, pour faire le point un peu sur les traitements. Puis la pédopsychiatre ou psychiatre Hilary Cass, elle avait dit, 2 ou 3 affaires. Il n'y a pas de données probantes à toute fin pratique, notamment sur la dangerosité possible ou l'innocuité, au contraire, des traitements hormonaux puis des bloqueurs de puberté. Et puis, il y a beaucoup d'intimidation dans ce milieu-là, une intimidation sur des fondements idéologiques qui fait que les gens ne veulent pas parler, tout le monde se sent obligé de... Bon, et le gouvernement britannique a agi dans son sens. Ici, on n'est pas dans ça, on est dans une espèce de Bible de cartographie large du problème pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de ça de sa vie, pour que nos dirigeants puissent se plonger dans le sujet. Alors, on parle de vivre ensemble, on parle de respecter les droits des uns tout en essayant de pas brimer les droits des autres. Tu sais, quand on parle par exemple des équipes sportives, on dit bien sûr, il faut permettre aux trans de voir leurs droits respectés, mais il faut veiller à la sécurité des femmes. Quand on a dit ça, on n'a rien dit finalement. Mais non, tu dis rien, là, non, on va pas tellement loin. On dit des choses surprenantes qui m'ont un peu amusé, cependant. On dit par exemple... Tu dis, par exemple, ensuite, moi, j'aurais jamais ça, tu sais, un homme qui est né homme biologique, qui après ça, qui s'identifie femme, ou bon, qui a eu un traitement, puis est-ce qu'il a le droit de compétitionner avec des femmes? Là, ils disent, là, c'est aux fédérations à décider. Ils s'enlèvent les mains complètement. Oui, c'est ça. Et voici, tu sais, vois-tu un peu dans quel cadre on devrait réfléchir à ça. Et puis, il faut toujours ne jamais oublier les principes d'équité, puis du Québec et tout ça. Puis, on cherche beaucoup on dit qu'on veut apaiser ce débat-là. On déplore beaucoup la polarisation autour du débat. Mais à mon avis, on a tellement voulu ne pas la nourrir qu'on dit pas grand-chose. C'est plate parce que c'est très... Pour ceux qui ont pas fouillé ce sujet-là, déjà, ça va être très instructif. Moi, j'ai pas appris grand-chose là-dedans. Pour ainsi dire, j'ai à peu près rien appris. Mais il faut croire qu'il fallait qu'on passe par là, au Québec, peut-être, mais on est très loin d'un plan d'action et peut-être voir d'un changement de perspective sur cette question-là. Par exemple, là, les ressources en centre d'hébergement, les centres d'hébergement pour femmes battues qui vont là pour se réfugier. Et là, on accepte des hommes qui s'auto-identifient comme femmes. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent, voyons donc, tu vas là justement pour être dans un environnement exclusivement féminin. La sécurité. Là, ils disent, il faut respecter la situation particulière des centres d'hébergement pour femmes victimes de violences qui décident de restreindre leurs services aux femmes cisgenres, c'est-à-dire aux femmes qui sont nées femmes biologiques. Il faut les respecter, mais ça ne dit rien. Ça devrait dire non, les hommes
Non, c'est comme, c'est au centre à décider, puis c'est au Fédération sportive à décider, puis finalement, tu dis, Christy, à quoi ça sert, ce rapport-là? Vous voulez pas C'est une trancher? sorte de travail journalistico-intellectuel là, qui tient beaucoup à ne pas prendre parti. Fait que c'est sûr que ça va laisser sur leur fin tous ceux qui voudraient du crunch, là, du contenu, des décisions ou du débat. Il n'y en aura pas nécessairement, même si les militants dont tu parlais tout à l'heure, eux sont toujours fâchés, ils vont être encore fâchés. Ah, ils vont être encore fâchés. Les centres de détention, ça, j'ai steppé, puis toi aussi, là. On prône l'auto-identification. Il faut respecter l'auto-identification pour le choix du lieu de détention. Donc, c'est-à-dire, si tu es un gars, tu as été arrêté dans une prison pour hommes, mais tu t'es auto-identifié comme femme, il faut te respecter dans ton choix de lieu de détention. Donc, un homme pourrait dire, moi, je veux être détenu dans un pénitencier pour femmes, puis là, on dirait, OK, parce qu'il s'auto-identifie. Comment ça, s'auto-identifier comme femme? Mais là, on dit ça, mais il faut évaluer très sérieusement la sincérité de la démarche, le niveau de dangerosité de la personne. On ajoute tout un paquet d'éléments de réflexion là-dedans. Mais bref, on ne fait pas de recommandations. C'est un rapport qui fait de son propre aveu des suggestions ouvertes. Dans un esprit conciliant et on conclut là en disant qu'il faut, améliorer les connaissances, distinguer. Ah non, c'est pas ça, je me suis trompé. Bon, ici, il faut mieux se comprendre, résister à la polarisation, adopter l'approche individualisée, le respect des droits, la clarté conceptuelle. Et puis, on prend quand même position sur 2 ou 3 affaires. Là. On dit qu'il faudrait éviter la notion de sexe assigné à la naissance. Ça, on admet que scientifiquement, c'est un problème, mais c'est drôle comment on le dit, parce qu'on dit, selon certains... On n'assigne pas un sexe à la naissance. Là. Mais dans le rapport, on dit que de l'avis de certains, on ne peut pas assigner un sexe à la naissance. Alors, même là-dessus, on essaye de ménager la chèvre et le chou. Je ne veux pas tout loger ça à l'enseigne du ridicule. Là. C'est un travail fouillé, exhaustif. Comme je dis, il y a 200 quelques pages là, de texte à lire, mais ça prend pas position, vraiment, et c'est dans un esprit extrêmement conciliant qui va sûrement laisser pour leur fin des gens qui sont en détresse, là, pas juste les gens en dysphorie de genre ou des problèmes de congruence face à leur genre, comme dit l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi les parents qui ont des enfants qui s'en vont vers ces traitements-là lourds. Ils ne seront pas rassurés par ça aujourd'hui, là. Alors, la conclusion, pour vous dire à quel point là, ça ne tranche pas, puis ça marche sur des œufs, puis ça a des gants blancs jusqu'au coude, notre rapport propose des avenues à explorer et des balises qui ne sont pas des dogmes. Ce sont des suggestions ouvertes, soumises à l'épreuve du débat public. Notre approche vise un équilibre, refuser tant la précipitation que l'immobilisme, en ancrant les actions à venir dans des données probantes et dans un souci d'équité, blablabla. Je trouve que ça parle pour rien dire. Ça parle pour rien dire pendant que nombre de pays avancés, là, la Suède, la Finlande, le Danemark, le Royaume-Uni, ont tous tiré des conclusions des premières années de cette expérience-là en restreignant l'accès aux traitements hormonaux en bas d'un certain âge, en s'interrogeant sur les chirurgies, en les interdisant en bas d'un certain âge aussi dans certains cas. Au Québec, là, les mastectomies, là, c'est passé en 2014 de 23 en 2024 à 426. Alors, il y a un phénomène exponentiel en ce moment là, qui s'apparente. Alors, certains parlent d'une contagion sociale par les réseaux sociaux. Si on n'aime pas le terme contagion, on peut parler d'une mode, tout simplement, là, chez une partie de la jeunesse, notamment les jeunes filles. Alors, il se passe quelque chose. Il y a des pays qui réagissent. Nous, on fait des rapports de 200 pages en disant, il faudrait qu'on y pense. Tu sais, c'est ça, exactement. Ça manque un peu de mordant. C'est comme on fait un meeting, là, puis le sujet du meeting, ça va être quand le prochain meeting? On va y penser. C'est comme dans les voisins. Voudriez-vous un petit café avant de partir? Oh, on va y penser en s'en allant. C'est exactement ça. Alors, ça tranche pas, mais c'est très québécois, c'est très gentil, c'est dans un esprit de bienveillance. Ah, c'est gentil, mais ça marchera pas. Ça marchera pas. Du simple fait, la seule phrase qui dit qu'on devrait éviter la terminologie « sexe assigné à la naissance » va faire que ces gens-là vont être catégorisés transphobes, extrême droite,
Puis il va y avoir des manifestations, peut-être même de la casse. Hein? Tu te souviens, Radio-Canada s'était fait barbouiller ses vitres à cause du reportage à Enquête. Là. Parce que pour certains militants, on ne va jamais assez loin. Merci beaucoup, Nick. Bon week-end, Nick Payne. Salut, toi aussi. Salut.